Merci. On va passer Régis Declercq. Justement, on a mis en exergue une des critiques qui est faite à une spécialité pour les délais d'attente, l'ophtalmologie. Alors voilà la réponse des ophtalmologues. Alors c'est Thierry Bourg, notre grand spécialiste de la démographie au syndicat des ophtalmos de France, spécialiste de la démographie et de par le fait même l'initiateur de la notion de travail aidé pour réduire le délai d'attente des ophtalmologistes qui va compenser le diaporama. Je voudrais simplement faire quelques petites remarques. L'ophtalmologie française est un peu particulière. Nous avons un exercice quasiment unique au monde où nous sommes une spécialité médico-chirurgico-technique. Nous nous occupons de tout, depuis la paire de lunettes jusqu'à la chirurgie. Et si nous voulons garder cette spécificité française, ce que j'appelle l'ophtalmologie à la française, il faudrait d'abord agir sur les jeunes, c'est-à-dire passer de 110 à 180 internes par an. Il faudrait agir sur les seniors, il faut les garder au travail par un cumul emploi-retraite intéressant en les débarrassant de certaines charges. Il faudrait aider le secteur 1 à embaucher des auxiliaires. Si on embauche des auxiliaires, on a pu prouver qu'on augmente de 30% notre flux de consultation. Or, le paradoxe fait que c'est le secteur 2 qui a des moyens supérieurs, qui peut embaucher et, lui, augmenter son flux de consultation de 30%. Et enfin, oui, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vais laisser Thierry commenter le diaporama. Bien, merci Régis. Vous pouvez passer la suivante. Alors, l'ophtalmologie, effectivement, fait la une des médias régulièrement. Et depuis une dizaine d'années, il y a eu des centaines d'articles qui ont été publiés dans les médias régionaux et nationaux pour mettre en avant la pénurie et les difficultés d'accès aux soins ophtalmologiques. Vous pouvez mettre les suivantes. Alors, il y a deux raisons à ça. D'une part, c'est que nous sommes une des spécialités les plus impactées par le vieillissement et le papy-boom qui s'annonce ici. Là, vous avez la pyramide des âges française en 1999 et celle qui est projetée en 2030. Et vous voyez qu'on passe d'une pyramide qui est rhomboïde à un véritable champignon. Et le sommet du champignon va donner de nombreuses pathologies chroniques liées à l'âge, et notamment en ophtalmologie, tout ce qui est DMLA, glaucome, rétinopathie diabétique et cataracte. La suivante. Et donc, nous, on a une augmentation régulière de l'activité qui est très ancienne et qui va continuer. Et on s'attend à avoir au moins 35% d'activité en plus au niveau des besoins d'ici 15 ans et 50% au minimum d'ici 20 ans. Alors, le problème, c'est que ça s'impacte négativement avec notre évolution démographique. Là, vous avez en rouge la courbe de progression des ophtalmologistes depuis 1970. Et en bleu, celle moyenne des spécialistes. Et vous voyez qu'il y a décrochage à partir de 1990 au moment de l'internat qualifiant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est qu'avant 90, 3% des médecins devenaient ophtalmos. Et depuis, c'est à peine 1,5%. Donc, on a diminué de moitié le contingent des postes attribués à l'ophtalmologie à l'intérieur du numerus clausus. Et la conséquence, c'est qu'on a perdu 1500 ophtalmologistes en formation en l'espace de 20 ans. Ce qui produit bien une catastrophe au niveau de la pyramide des âges des ophtalmos, qui est une pyramide inversée. Vous voyez que la base est extrêmement étroite, ce qui va poser des problèmes à l'avenir. Et donc, si on continue sur le rythme actuel qui est de former 100 ophtalmos par an, on va prendre la courbe verte ici, et en l'espace d'à peine 12 ans, on va perdre 40% des effectifs. Ce qui ne sera pas gérable, on y réfléchit depuis une dizaine d'années, quel que soit le modèle de soins, on ne peut pas faire face à la situation. Si en fait on décidait enfin de donner 3% des postes à l'ophtalmologie comme il y a une vingtaine d'années, on arriverait à limiter la perte à environ 10%, ce qui serait beaucoup plus gérable. Alors, c'est d'autant plus nécessaire qu'on est dans une situation effectivement particulière, comme l'a dit Régis. On est la spécialité de proximité par excellence, puisqu'on fait à la fois du premier recours au travers de l'accès spécifique, et on agit également au niveau du second recours. D'après l'IRDIES, on est même la spécialité la plus accessible géographiquement. Alors, on a effectivement une activité qui est très large, puisqu'on couvre l'ensemble de l'appareil oculaire, à la fois les aspects médicaux, chirurgicaux, et même les explorations fonctionnelles qu'on fait pour la plupart nous-mêmes. Bien sûr, vu l'étendue du champ de la spécialité, ça a donné l'apparition de nombreuses surspécialités. Il y a des spécialistes de la rétine, de la chirurgie réfractive, des paupières, de la strabologie, notamment dans les grandes villes, souvent exercées à titre partiel. Et on est indispensable à la population, puisque plus d'un tiers consulte un ophtalmologiste tous les ans.
Et il faut savoir que l'essentiel de l'offre de soins repose sur les ophtalmologistes libéraux, puisque 84% sont libéraux, les ophtalmologistes, et donc tout repose sur leurs épaules. Alors, devant cette situation quand même un peu délicate, comment est-ce qu'on peut améliorer dans les années à venir l'offre de soins en ophtalmologie? Eh bien d'abord, il y a différents axes à pousser. Le premier, c'est l'urgence démographique. Il faut, comme je vous l'ai dit, attribuer au moins 3% des postes, et pas dans 5 ans ou 10 ans, mais maintenant, ce qui ferait à peu près 200 postes au niveau de l'ECN actuel, alors que le ministère n'en propose que 118. Donc on propose de passer dès 2012 par un palier à 160, ce qui nécessite bien sûr d'augmenter fortement le terrain de stage, pas seulement dans les CHU, mais encore plus dans les hôpitaux périphériques, qui ont été sous-exploités dans le passé. Mais aussi, et on revient à une problématique qu'on a déjà abordée tout à l'heure, c'est instaurer un stage mixte libéral, hospitalier, comme nous sommes une spécialité médico-chirurgicale, et que nous avons beaucoup de libéraux qui sont également chefs de service en temps partiel. Donc une partie du stage se ferait en cabinet et l'autre partie sera en clinique ou à l'hôpital. Alors l'intérêt, c'est d'augmenter le nombre de postes, bien sûr, mais également mettre les internes en condition dans leur futur cadre d'exercice, faire l'apprentissage de l'exercice libéral, augmenter le nombre d'installations et surtout leur précocité, et enfin améliorer la répartition sur le territoire pour être plus proche des besoins. Alors le deuxième axe, c'est la délégation de tâches. Vous savez que les ophtalmos, depuis une dizaine d'années, se sont beaucoup impliqués dans la délégation de tâches, notamment vers les orthoptistes. Il y a eu plusieurs décrets, deux nouveaux décrets d'actes, il y a eu des expérimentations. Mais on pense également qu'on peut professionnaliser en ophtalmologie d'autres professions, notamment les infirmières. Et puis même nos secrétaires pourraient être plus efficaces sur leur donner une formation pour gérer l'aspect administratif de nos patients. Alors pourquoi faut-il avoir plusieurs aides? Parce que la délégation de tâches progressivement concerne tous les aspects de la spécialité, à la fois l'aspect en cabinet de consultation, mais également les explorations fonctionnelles et puis même la chirurgie. On a besoin d'une équipe de plus en plus pluridisciplinaire autour de l'ophtalmologiste, parce qu'on a à faire face à un véritable défi organisationnel et entrepreneurial à l'avenir. Les ophtalmologistes travaillent de plus en plus en multipostes, sont en cabinet de groupe, souvent multisites, et on partage de plus en plus des plateaux techniques comme les explorations fonctionnelles, les blocs opératoires et puis les lasers. Alors l'objectif pour nous, c'est d'arriver à 80% des ophtalmos en travail aidé d'ici 2025, contre 15% actuellement et à peine 1% il y a 10 ans. Et pour ça, il y a nécessité de solvabiliser l'embauche de paramédicaux, notamment au secteur 1 où il y a un véritable problème économique. Et donc on propose de passer par des forfaits qui seraient attribués par exemple au secteur 1, ou alors passer par un contrat de paiement à la performance qui pourrait être adapté à cette situation. Alors le troisième axe, c'est de lever les freins à l'installation et à la répartition homogène sur le territoire. Alors, il y a un vrai frein actuellement qui est lié à l'accessibilité à des plateaux chirurgicaux, puisque tous les ophtalmos qui sortent sont médico-chirurgicaux, et il y a relativement peu de place sur ces plateaux dans certaines régions. Et donc, on demande la création de centres autonomes de chirurgie ambulatoire en ophtalmologie pour faire les actes en chirurgie ambulatoire sur les cités locales, avec un GHS adapté. On a le soutien de l'ACNAM pour ces centres de chirurgie. La HAS a fait également un rapport il n'y a pas longtemps. Mais on a besoin que les ARS investissent sur le dossier. Il y a actuellement déjà des demandes qui ont été déposées. L'autre frein important, c'est la mutualisation des investissements qui sont importants d'ophtalmologie. Ça pourrait se faire au travers des maisons de la vision et on rejoint le concept de maison des spécialistes. Alors, la CISA pourrait être intéressante effectivement si elle était adaptée. Et puis également, on peut envisager la création de véritables pôles de santé ophtalmologiques pour un territoire de santé qui serait centré autour de plateaux techniques comme les centres autonomes de chirurgie. Alors dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tout ça, ça va prendre quelques années à se développer pour améliorer l'accès aux soins pour les patients qui en ont vraiment besoin. Alors il faut savoir que 80% des patients ont déjà un ophtalmologiste. Et donc, on arrive à gérer leur cas, ils sont déjà dans les tuyaux. La plupart des cabinets acceptent les urgences. Dans l'ensemble, c'est relativement bien pris en charge.
Il y a deux problèmes essentiels. C'est les patients qui n'ont pas d'ophtalmologiste ou qui n'en ont plus, notamment après un déménagement pour les enfants. Et puis, on a des demandes d'avis spécialisés qui émanent des médecins traitants. Alors, ce qu'on propose, c'est de mieux utiliser le parcours de soins et l'expertise du médecin traitant. Vous savez peut-être que l'accès spécifique en ophtalmo est utilisé en fait au-delà de sa définition conventionnelle par les patients. Normalement, il ne concerne que la prise en charge des troubles de la réfraction et puis le suivi du glaucome. Donc, les patients pourraient plus passer par le médecin traitant et il pourrait lui-même prendre en charge certains problèmes. Et pour les cas qu'il ne pourrait pas prendre en charge ou les avis urgents, on pourrait proposer la création d'une consultation d'ophtalmologie rapprochée pour les patients donc adressés par le médecin traitant. Et l'ophtalmo s'engagerait à les voir dans les 15 jours de la demande sur la base d'un C2 avec une petite majoration, comme ont eu les psychiatres en prise récemment pour la prise en charge rapprochée. Donc on pense qu'on arriverait à gérer ici les quelques cas qui posent vraiment problème, en attendant que des mesures plus de fond prennent tous leurs effets. Oui, c'est 2 jours. C'est pas la même situation. Entre 15 jours et 6 mois, ça fait déjà une amélioration. Bien, merci. Donc là encore, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la structure qui s'est créée à Paris, elle s'appelle Provision? Oui, c'est Ophtalmo-Vision, qui a fait beaucoup de com pour... oui, bien sûr, oui. Je l'ai même visité, je connais très bien son fondateur, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est une maison de spécialistes, il y a la coopération, oui. équipe. Oui, sauf que c'est uniquement tourné vers le premier recours, et un premier recours très limité, hein, puisque ce qui est ciblé, c'est les patients jeunes, ce qui ne correspond pas vraiment aux besoins pour l'avenir. Il faut quand même savoir qu'à Paris, pour l'instant, il n'y a pas de problème d'accès aux soins en ophtalmologie. La durée d'attente, elle est entre une journée et puis 15 jours, en général, la plupart des cabinets. Oui, pour l'instant, ils sont qu'à Paris, donc ils ont l'ambition, effectivement, de créer 70 cabinets d'ici 2018. Donc on pense que effectivement ça peut être utile dans les grandes villes parce qu'on peut créer un réseau de correspondants. Dans les villes secondaires et puis les moyennes, ça paraît beaucoup moins évident. Alors, ce qui pose problème, parce qu'il y a un gros débat actuellement autour de ça, c'est d'une part l'aspect chaîne de cabinet, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui n'est pas... il y a l'aspect communication, publicité qui est fait autour de ça, qui pose problème. Il y a aussi le problème des investisseurs qui sont dans la structure, dont certains viennent de l'optique. Donc il y a une sorte de conflit d'intérêts potentiel. Mais ça peut être effectivement intéressant d'avoir des investisseurs externes pour l'avenir dans certaines structures. On en discute, on va voir ce que ça va donner. Mais on pense quand même qu'ils auront du mal à respecter leur engagement, c'est-à-dire de voir les patients au bout de 48 heures. D'ailleurs, c'est déjà plus le cas, puisqu'actuellement, je crois, le délai est de 10 jours. Et surtout, on a beaucoup de mal à croire que ça va attirer les jeunes ophtalmologistes parce qu'ils font de l'ophtalmologie vraiment basique, comme on faisait il y a 30 ans. Alors bien sûr, il y a des orthoptistes, mais la cible pathologique est extrêmement étroite. Donc on a beaucoup de doutes sur la capacité après à se multiplier sur le territoire. Non, ce qui est intéressant sur ce système-là, c'est vrai que ça met en avant la délégation de tâches, donc ça c'est intéressant. Ça met aussi en avant une nouvelle structure juridique qui pourrait éventuellement être intéressante dans le cadre des centres de chirurgie autonomes ou des pôles de santé, donc ça à étudier. Mais bon, la cible, elle paraît très étroite, elle est compréhensible à Paris ou à Lyon ou à Marseille. Ailleurs, ça pose quelques questions. Donc je pense que dans la problématique actuelle, toutes les expériences sont intéressantes, hein, parce que il faut proposer une multiplicité de solutions pour répondre à la géographie, à la population. Donc non, il n'y a pas d'opposition. Moi, j'aurais quand même une proposition, excuse-moi Jean-François, qui se présente Jean-Paul-Jacques, je suis le secrétaire d'affaires linguistiques. C'est si ce genre d'établissement est financé par le fabricant de lentilles qui après en a le monopole d'installation. Parce que là, on va avoir de gros ennuis. Si. Apparemment, l'investisseur actuellement, c'est quelqu'un qui a un site de lentilles contact. Voilà. Bon, c'est comme avec les opticiens, il y a un conflit d'intérêts entre l'examen et puis ensuite la vente de l'appareil optique.
Ça c'est la problématique actuellement dans les délégations de tâches. Quand nous, ce que tu proposes, on est tout à fait d'accord, et dans plusieurs spécialités. Après, ce qui est proposé dans plusieurs professions, professionnels de santé, d'être à la fois diagnostic et prestataire, y compris chez nos amis pharmaciens. Avant, les médecins étaient parfois pro-pharmaciens. Là, en faisant un diagnostic et en ayant directement la vente de produits, là aussi, là, il faudra mettre toute profession confondue, donc les médecins comme les autres, à partir du moment où on fait un diagnostic, mais on est prestataire de la fourniture dépendant du diagnostic, il faut vraiment que les problèmes de conflit d'intérêts soient très clairs. On l'a résolu dans les établissements dans le passé. Il y a eu un moment où, dans certaines spécialités, les prothèses étaient directement liées aux praticiens. Maintenant, les choses sont totalement claires. C'est l'établissement qui achète les prothèses. Il n'y a plus de lien financier, il n'y a plus d'intérêt financier. On l'a vu dans le passé. C'est toujours la difficulté, toute profession confondue, de voir s'il n'y a pas le diagnostic et la thérapeutique est fourni directement après. Mais c'est un vrai problème. Oui. 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 Claude Cohen est là, président des biologistes. C'est vrai, ils n'ont pas le droit de participer au tour de table de la création. Ni les assureurs. Et là, il faudra faire très attention à ça. Mais bon, je dirais, il y a une telle difficulté actuellement que moi, j'estime que toutes les expérimentations, si on peut considérer, on le mérite d'être conduit. Puis après, il faudra en faire la critique. Vous voyez, on n'est pas conservateur. Non, on va suivre l'affaire et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Bien, on avance.